Aujourd'hui, au Radio-Journal, la 4e vague de la pandémie s'essouffle. Les efforts déployés nous promettent d'être optimistes. Mais la santé publique fédérale rappelle aux Canadiens de ne pas baisser la garde. Santé mentale, les appels à l'aide seront-ils plus nombreux dans la foulée de l'affaire Carey Price? Et les pays de l'OCDE parviennent à un accord sur une vaste réforme de la fiscalité internationale. Enfin, les géants du numérique vont payer leur juste part d'impôts dans les pays dans lesquels ils font des profits. Bonjour, ici Naïla Bendali. La situation pandémique s'améliore au pays. La 4e vague de COVID-19, menée par le variant Delta, est en train de s'atténuer. C'est ce qui en ressort des dernières modélisations de la santé publique fédérale. J'en parle avec Laurence Martin à Ottawa. Laurence, à l'approche du congé de l'Action de grâce, les autorités de santé publique demandent aux Canadiens de rester vigilants. Voilà, de faire attention, surtout évidemment pour les Canadiens non vaccinés et bien sûr de respecter les limites de rassemblement qui sont permises dans chaque région. Alors, vous le disiez, la situation est somme toute encourageante. Si la tendance se maintient, la 4e vague devrait commencer à s'estomper dans les prochaines semaines. On est à 3700 cas quotidiens là, dans la dernière semaine au Canada et ça pourrait baisser ça à 3000 cas par jour d'ici début novembre, selon les projections, si on maintient les contacts actuels. C'est sûr qu'il y a des endroits au pays où la situation reste difficile, par exemple en Alberta, en Saskatchewan, où les taux de vaccination sont plus faibles et où on a relâché les mesures trop vite cet été. Mais je vous dirais que globalement, la courbe semble s'aplatir. Il y a plus de 82% des Canadiens de 12 ans et plus qui sont entièrement vaccinés. On peut écouter d'ailleurs le Dr Howard New de la santé publique. Malgré les défis bien réels que nous avons à relever alors que la vague actuelle atteint son sommet, les efforts déployés nous promettent d'être optimistes. Et puis, Laurence, la santé publique décrit la pilule antivirale de la pharmaceutique Merck comme un traitement prometteur. Voilà, un comprimé qui permettrait d'alléger les symptômes les plus sévères de la COVID-19. Alors, Merck a fait une demande d'approbation à Santé Canada. Par contre, si d'autres pays sont déjà en train de conclure des ententes avec la pharmaceutique, il n'y a que des discussions en cours entre le gouvernement fédéral et donc cette entreprise pharmaceutique. Mais malgré tout, comme vous le disiez, là, ça n'empêche pas le Dr Howard New d'estimer qu'il s'agit d'un traitement prometteur. Merci beaucoup, Laurence. Je vous en prie, au revoir. Après avoir connu une des pires baisses de l'histoire du pays, l'emploi reprend du mieux au Canada. 19 mois et des centaines de milliards de dollars en aide gouvernementale plus tard, les Canadiens sont aussi nombreux au travail qu'avant la pandémie. Juliane Lamoureux nous en dit davantage. Après 1 an et demi de pandémie et d'incertitude, le symbole est fort. Avec 150 000 emplois de plus le mois dernier, le marché du travail est revenu à son niveau pré-pandémique. Les emplois sont à temps plein dans différents secteurs, tant dans le privé que dans le public. Des signes encourageants. Vincent Hardy est analyste au Centre de l'information pour le marché du travail chez Statistique Canada. Un retour au même niveau d'emploi qu'en février 2020 est quand même un retour important. Un retour important et surtout plus rapide que ce à quoi s'attendait Hélène Bégin, économiste principale au Mouvement Desjardins. Je pense qu'on arrive à une autre étape. On a été quand même une longue période à regarder à quel moment le marché du travail au Canada aurait complètement récupéré les dommages. Maintenant que c'est fait, je crois qu'on peut regarder vers l'avant. Et la suite, c'est de voir cette croissance économique mener à la création de nouveaux emplois, surtout dans des secteurs frappés par la crise. Par exemple, les secteurs de l'hébergement, de la restauration, du commerce de détail, des arts et spectacles. Du côté du taux de chômage, il reste encore quelques dixièmes à aller chercher. Le travail n'est donc pas terminé. En s'établissant à 6,9 % en septembre, le taux de chômage est à son plus bas depuis le début de la pandémie. Mais il demeure plus élevé qu'en février 2020. Ici Juliane Lamoureux, Radio-Canada, Toronto. Maintenant, encore beaucoup de réactions au lendemain de la décision du gardien vedette du Canadien de Montréal, Carey Price, de se retirer du jeu pour soigner sa santé mentale. Des organismes espèrent que son geste va encourager les gens qui en ressentent le besoin à faire appel à l'aide disponible. Alexis Gacon.
Pour la directrice générale du regroupement provincial en santé et bien-être des hommes, Valérie Richer, le geste du gardien du tricolore permet de braquer les projecteurs sur des préoccupations dont les hommes ne discutent pas suffisamment. Il vient démontrer toute l'importance de prendre soin de sa santé mentale, mais également l'importance d'aller vers les ressources. Puis c'est un message, je crois, qui aura une connotation particulière auprès des jeunes hommes, des jeunes garçons, parce que vous savez que les hommes connaissent peu les ressources qui sont disponibles pour leur venir en aide. Jason Champagne, directeur du programme Santé mentale et dépendance au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, explique qu'il existe plusieurs ressources disponibles, comme l'accueil psychosocial en CLSC ou le 811 pour parler à un professionnel au téléphone avant d'être pris en charge dans un guichet d'accès en santé mentale. Normalement, dans un délai de 7 à 10 jours, il y a une première évaluation de la personne qui est faite dans les fameux guichets d'accès en santé mentale. Effectivement, ensuite, il peut y avoir de l'attente. Si la situation d'une personne se détériore, rappelez au guichet, dites que vous allez moins bien et on repriorise les différentes situations. En tout, plus de 20 000 personnes sont en attente de services en santé mentale d'après le ministère de la Santé du Québec. La liste d'attente a réduit toutefois car elle comptait plus de 28 000 noms en août 2019. Ici Alexis Gacon, Radio-Canada, Montréal. Contre l'autoritarisme et pour la liberté de presse, 2 journalistes, le russe Dimitri Muratov et la philippine Maria Ressa, ont reçu le prix Nobel de la paix. Ils ont été récompensés pour leur combat en faveur de la liberté d'expression dans leurs pays respectifs. Notre correspondante à Moscou, Tamara Alterescu, a assisté à la conférence de presse du lauréat russe. Dimitri Muratov a dû se frayer un chemin parmi des dizaines de caméras. Encore sous le choc, il n'y croit pas. Ce prix, c'est la reconnaissance du sacrifice de mes collègues, dit-il, les 6 journalistes de notre journal Novaya Gazeta, qui sont morts au nom de la liberté de presse. Ceux dont la photo tapisse les fenêtres de l'édifice du journal et qu'il a nommé un à un. Ce Nobel n'est pas le mien, dit-il. Je leur dédie à eux, les disparus. Fondé en 1993, le journal Novaya Gazeta est une institution grâce à des reportages courageux, spectaculaires et critiques du Kremlin. En lui décernant le prix Nobel, à lui et à sa consoeur, la journaliste Maria Ressa des Philippines, le comité rend hommage à une profession menacée, là où la démocratie est mise à l'épreuve. M. Muratov n'était pas le seul Russe en nomination. Il était d'ailleurs convaincu que l'opposant et avocat Alexei Navalny serait choisi pour son courage et sa lutte contre la corruption. Mais son temps viendra, dit-il, j'en suis convaincu. Ce Nobel de la paix n'en est pas moins un pied de nez au Kremlin qui étouffe toute voix dissidente et de plus en plus celle de la presse indépendante. Ici Tamara Alterescu, Radio-Canada, Moscou. Cet accord ouvre la voie à une véritable révolution fiscale pour le XXIe siècle. Le ministre français de l'Économie, Bruno Le Maire, salue la signature d'une entente qualifiée d'historique entre 136 pays qui vise à réformer le système fiscal international. L'accord, finalisé par l'OCDE, prévoit un taux de taxation minimum de 15 % pour les multinationales. Le groupe armé État islamique a revendiqué l'attentat suicide qui a fait au moins 55 morts dans une mosquée chiite de Kunduz, dans le nord-est de l'Afghanistan. Un kamikaze s'est fait exploser lors de la grande prière du vendredi. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier depuis le départ des derniers soldats américains et étrangers du pays le 30 août. Le groupe armé État islamique est aussi à l'origine d'un attentat contre une autre mosquée qui a fait 5 morts à Kaboul dimanche dernier. Les Nations unies viennent de reconnaître l'accès à un environnement sûr et sain, considéré comme un droit fondamental. La résolution a été adoptée par le Conseil des droits de l'homme, malgré les critiques formulées par la Grande-Bretagne, les États-Unis et d'autres pays. La déclaration n'est pas contraignante juridiquement, mais pourrait servir de base à des normes internationales. L'Organisation mondiale de la santé estime à près de 14 millions le nombre de décès attribuables chaque année à des facteurs environnementaux comme la pollution atmosphérique ou l'exposition aux produits chimiques. Maintenant, la Sierra Leone abolit la peine de mort. Le président du pays a signé une loi qui l'officialise lors d'une cérémonie à Freetown. Le Parlement de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest avait voté en faveur de cette loi en
juillet dernier. La Constitution sierra-léonaise de 1991 prévoyait la peine capitale pour le vol aggravé, le meurtre, la trahison et la mutinerie. La Sierra Leone est le dernier pays africain en date à abolir la peine de mort après le Malawi en avril et le Tchad l'année dernière. Et puis, cette voix emblématique, celle de Petru Guelfucci, ne résonnera plus. Le chanteur corse est mort ce matin à l'âge de 66 ans des suites d'une longue maladie. Voilà, c'était le Radio Journal. Bonne soirée.